Bienvenue chez À l'écoute, le podcast de Nourrissource Montréal. Un cocon où nous vous accueillons pour parler d'allaitement, de marrainage et de maternité. Bienvenue sur le podcast de Nourrissource Montréal. Je suis aujourd'hui accompagnée de Roxane, comme toujours, mon acolyte. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'immense joie de recevoir Camille Bernard, ostéopathe, et également marraine historique d'allaitement de Nourrissource Montréal, où tu as passé deux bonnes décennies. Donc, bienvenue Camille. Bien, c'est vraiment un privilège pour moi, Nourrissource. J'ai une page Facebook parce que les mamans aiment beaucoup avoir des pages Facebook et ils aiment beaucoup m'inviter. Mais à chaque fois que je vois un post de Nourrissource, je le partage sur ma page. Ça m'est arrivé aussi de le partager sur d'autres groupes parce que c'est vrai, j'ai été 23 années et j'ai jamais voulu en tirer une espèce de prestige, qu'on souligne cette longévité-là, parce que moi, c'était de faire une différence avec les mamans, une maman à la fois. C'est vrai que pendant toutes ces années-là, j'ai accumulé beaucoup de savoir. On devient comme une espèce de bible là, de tous ces trucs-là. Et c'est ce que je fais aussi. Je pratique aussi dans mon métier comme ostéopathe auprès des familles. Alors, ça va me faire plaisir de partager ces connaissances-là. Vraiment. Eh bien, merci. Merci Camille, parce que c'est vrai qu'on te voit à travers nos réseaux sociaux. Tu as toujours été un soutien incroyable, même depuis que tu n'es plus marraine. Et est-ce que je peux te demander comment tu as débarqué, du coup, en tant que bénévole? Ben oui, j'étais enceinte de mon premier enfant. J'ai l'air d'avoir, là, je suis sûre que je vais avoir l'air d'un dinosaure parce que c'est en 1992. Alors, imaginez quand même. Et puis, je savais que je voulais allaiter, mais j'avais pas de gens autour de moi, de sœurs ou de ma maman n'avait pas allaité. J'avais très peu de ressources et je me suis rendue dans une réunion de la Ligue de la Lèche. Et puis, malgré qu'il y avait beaucoup d'informations dans cette soirée-là, je ne me suis pas tellement reconnue parmi ces mères-là qui faisaient partie d'une soirée. Il y avait des bénévoles, des marraines. Et puis, j'ai entendu parler par le CLSC qu'il y avait un jeune mouvement, très jeune mouvement qui commençait à se créer. Alors, c'était des mamans qui se rencontraient dans leur cuisine, figurez-vous. À cette époque-là, les mamans se rencontraient, 4-5 mamans dans les quartiers autour des CLSC. Et je suis allée rencontrer ces mamans-là. Et là, je me suis tout de suite identifiée à ce groupe-là qui avait déjà beaucoup de respect pour entendre les espoirs de la maman d'allaiter, mais aussi ses valeurs. C'était vraiment c'était embryonnaire. Et quand j'ai ensuite donné naissance à mon enfant, j'ai eu des difficultés d'allaitement comme beaucoup, des centaines de mères, des milliers de mères par année. Et c'est là que j'ai pu, avec ces jeunes mamans-là, qui étaient des marraines d'allaitement, qui ont commencé à m'aider. Et ça a fait toute une différence. Mon allaitement a été un succès. Et tout de suite, j'ai eu cette piqûre-là de pouvoir être là, un pas à la fois, pour qu'une maman puisse, comme moi, avec si peu de conseils, mais des conseils tellement faciles à mettre en pratique, que ça a changé ma vie. Et voilà, alors j'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai suivi aussi le mouvement, parce que le mouvement Nourrissource a pris de l'ampleur, il a pris ses lettres de noblesse, il s'est installé dans les CLSC. Ensuite, on a eu les haltes allaitement. Ensuite, on était, nous, les marraines, celles qui donnaient des cours prénataux sur l'allaitement. Donc, la structure, c'est beaucoup construite. Alors, j'ai comme accompagné cette construction-là et j'ai joué mon rôle dans les haltes allaitement. J'ai enseigné les cours prénataux sur l'allaitement avec les infirmières. Donc, mais le plus important, les mamans qui vont écouter ça, c'est le lien, une maman à la fois, qui est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir et donner quand on joint le groupe Nourrissource pour être marraine. C'est beau d'entendre ces histoires de la naissance de Nourrissource qu'on a très peu connues ou qu'on retrouve aujourd'hui dans les historiques, mais très brièvement.
et donc de voir d'où c'est parti, comment ça a commencé. Est-ce que ça a un lien, le fait que tu sois devenue ostéopathe en périnatalité? En partie, oui, parce que quand j'ai donné naissance à ma première fille et ensuite à ma deuxième fille en 1995, euh, je, euh, je consultais déjà une ostéopathe qui était spécialisée en pédiatrie et qui a fait une différence immense dans la santé de mes enfants en termes d'éducation, l'éducation qu'elle me transmettait à chaque fois que j'allais la voir, pour des problèmes qui étaient somme toute assez banals, qu'on a pris en amont et qui ne sont pas devenus de grands problèmes, des maladies infantiles. Et par la bande, j'étais marraine d'allaitement avec le CLSC de mon quartier et j'étais avec une infirmière de liaison qui n'avait pas eu d'enfant, mais c'est comme si elle en avait élevé 72. Alors, j'avais toujours ces deux femmes-là extraordinaires dans ma vie qui, tout au long de mon travail de maman, de mon travail de parent, étaient une ressource inestimable. Alors, à un moment donné, je me disais toujours, je veux retourner aux études pour devenir ostéopathe, mais c'était un programme de 6 ans à temps plein, c'était des frais de scolarité énormes. Je voulais, moi, faire une différence dans la vie des familles, même si ça voulait dire 6 ans d'études. Le fait d'être une marraine d'allaitement et de recevoir une maman qui est en difficulté et de l'aider, comme je vous disais plus tôt, c'est inestimable. On se lève le matin, puis, ou on finit notre journée, puis on dit on a fait une différence. Et oui, c'est lié. C'est lié. Et complètement, c'est une belle promotion que tu fais du rôle de marraine parce que c'est vrai qu'une fois qu'on embarque dans accompagner des familles, puis essayer de faire quelque chose pour que chaque personne se sente un petit peu mieux qu'à l'arrivée, bah, c'est ce pourquoi on se lève aussi chaque jour. Donc, je te remercie de... Une chose que je voulais aussi dire aux marraines ou aux futures marraines, vous allez à un moment donné avoir vos peurs, puis vous allez aussi avoir vos hésitations. Vous allez une journée, une maman va vous appeler, puis vous n'allez pas être capable de lui donner le conseil qu'elle va avoir besoin. Ça va arriver, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé beaucoup au début. Mais à ce moment-là, quand ça vous arrive, allez, prenez le temps de rejoindre une marraine de votre CLSC qui a un peu plus d'expérience pour que, comme dans une forme d'entonnoir, la connaissance se transfère d'un vase à un autre. Alors, ne soyez pas inquiète ou n'ayez pas peur ou ne soyez pas embarrassé de ne pas avoir la réponse. Ça va vous arriver. Quand ça va vous arriver, vous dites à la maman, je vais te rappeler. Appelez une de vos collègues qui a plus d'expérience. Elle va vous transmettre son savoir. C'est comme ça que ça se passait autrefois quand il y avait les tribus ou les peuplades ou les sages-femmes. Alors, vous allez avoir des moments avec des conversations avec des mamans que vous ne saurez pas. Vous n'aurez pas l'information dont elle a besoin. Mais laissez-vous pas arrêter avec ça. Un beau conseil qu'on retient. Donc, en fait, tu n'as jamais cessé d'être une marraine, finalement, puisque tes conseils... Je suis le fan numéro 1 de Nourrissource parce que à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle avec beaucoup de rigueur, en fait. Et comme j'ai assisté à des centaines, mais des centaines, mais des centaines de soirées avec des mamans, parce que j'ai été dans plusieurs CLSC à travers les 23 années, je sais qu'il y a tellement de compétences qui sont disponibles pour les mamans, mais des fois, les mamans, elles connaissent pas nos ressources, ou des fois, elles procrastinent un petit peu. Ah, oh, j'ai encore juste 36 semaines de grossesse, ça va, j'ai encore 4 semaines. Je dis non, tu peux accoucher dans 2 semaines. Alors, je les suis, je dis, fais le contact chez nos ressources. Ah, c'est super. Merci, Camille. Est-ce que je peux te demander, justement, tu reçois des mamans en prénatal et aussi après, en postnatal. Qu'est-ce qui revient le plus? Qu'est-ce que tu entends le plus dans ton cabinet? Bien, dans la très grande force de l'ostéopathie pour la maman qui est enceinte, on dit toujours que la prévention est mieux que d'être pris avec un problème musculaire terrible. Puis là, on appelle pour avoir un rendez-vous le jour même parce que la maman est très pénalisée par des douleurs musculaires qui l'empêchent de fonctionner ou qui l'empêchent de bien dormir ou de s'occuper de ses autres enfants. Donc, la prévention, c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir parce que ça évite
d'être vraiment pénalisé par des problèmes qui sont liés au changement de l'anatomie du fait de porter un enfant. Donc, c'est un petit peu comme il y a deux façons que les mamans arrivent chez moi. Ils arrivent en prévention parce qu'ils ont entendu parler de moi par une infirmière ou une sage-femme ou une meilleure amie, ou là, elles ont vu leur sage-femme, puis elles ont une sciatalgie, ça c'est un classique. Elles ont de la difficulté à marcher, et puis là, elles ont besoin d'être vues rapidement parce qu'elles sont très invalidées. Alors, c'est pas mal ça dans le pré, euh, prépartum. Le postpartum, la maman peut en général avoir besoin de voir un ostéopathe parce qu'elle a eu un accouchement qui a été très, très, très long, très exigeant, qui va avoir justement occasionné des problèmes musculaires et aussi au niveau de la rééducation périnéale. Et pour celles qui ont eu des césariennes, parce que des fois, la césarienne est inévitable. Et on parle beaucoup, beaucoup de l'AVAC. AVAC, c'est accouchement vaginal après césarienne. Donc, beaucoup de mamans qui ont eu un AVAC, qui prévoient avoir une autre grossesse et accoucher par voie naturelle, vont venir voir un ostéopathe pour travailler la cicatrice. Est-ce que je peux te demander, parce que c'est peut-être un petit peu flou pour de nombreuses personnes, quel lien on peut faire entre l'ostéopathie et l'allaitement? Comment on peut comme connecter les deux pour essayer d'avoir un allaitement différent, régler certaines problématiques? C'est une très, très bonne question. La principale difficulté que les mamans peuvent rencontrer quand bébé vient au monde tout de suite dans les premiers jours, les premières heures, 6 enfants sur 10 vont naître avec un torticolis de naissance. Un torticolis, c'est que le bébé va avoir en général une rotation du côté de son épaule droite et il va avoir une inclinaison de sa tête de l'épaule gauche. Alors, le bébé est pris dans cette position-là et dans certains cas, il ne peut pas déplacer sa tête de l'autre côté. Alors, il y a vraiment un spasme musculaire qui fait que le bébé est pris dans une condition qui le limite dans son mouvement fluide de cou. Alors, quand il y a un torticolis qui est important, qui est modéré ou qui est sévère, bébé ne peut pas prendre les deux seins parce qu'il peut juste prendre le sein qui est dans la bonne orientation de son torticolis. Alors ça va occasionner un problème pour la production de lait du sein qui n'aura pas été sollicité. Ça va occasionner aussi un problème sur le sein qui, lui, est trop sollicité. Il peut avoir des crevasses sur le mamelon, des gerçures. Alors ça, c'est important de voir rapidement un ostéopathe à l'intérieur des jours, les premiers jours de sa naissance, parce que vous comprendrez que si la montée laiteuse ne s'installe pas bien dans un sein, qui a des problèmes de douleur de mamelon, ben, il y aura également des problèmes de prise de poids de bébé. Alors, il y a beaucoup d'infirmières, d'ailleurs, les infirmières qui visitent les mamans à la maison vont diagnostiquer le torticolis et vont souvent référer rapidement chez une ostéopathe spécialisée en pédiatrie le bébé et la maman. Fait que ça, c'est une des causes. Je vous dirais la cause la plus fréquente. Une autre cause très fréquente, c'est que ça va arriver qu'on va utiliser une ventouse ou des forceps. Et puis, quand on va sortir le bébé avec ces instruments obstétriques, il peut arriver qu'on occasionne un déplacement de la mâchoire. Alors là, le bébé n'aura pas un torticolis, mais la mâchoire va être il va avoir une malposition de la mâchoire, ce qui fait que la prise au sein n'est pas optimale. Alors, bébé n'est pas capable de vraiment faire un genre de vacuum sur le mamelon. Et là, ben, c'est la même chose comme je mentionnais, pour leur torticolis. Ça peut nuire à l'installation de la production de lait, de la montée laiteuse. Et ça nuit également à la prise de poids de bébé. Alors, il faut référer rapidement. Parce que dans les premiers jours, ben, ça c'est sûr, tout le monde sait qu'un bébé doit prendre X grammes par jour.
Et que la maman, durant les premiers jours de la naissance de bébé, c'est là où la montée laiteuse s'installe. Fait que ça, c'est vraiment les deux raisons pour lesquelles on consulte dans les premières journées de la vie de bébé une ostéopathe spécialisée. Forcément, je dis une ostéopathe spécialisée en périnatalité parce que quand on en fait des centaines et des centaines, voire des milliers par année, on est très habile. On sait. Puis moi, considérant que j'ai toutes ces années-là comme marraine d'allaitement, conseillère en allaitement, c'est un tout. C'est comme si vous êtes avec la personne qui a tous les bons outils. C'est que ça, c'est vraiment les deux causes pour le nouveau-né. Et puis là, là, je vais vous dire que la troisième cause qui est la plus à la mode, c'est sur toutes les lèvres, ces mots-là. Je vais vous dire le mot colique et je vais vous dire le mot reflux. Alors ça, colique et reflux, ça arrive depuis 3 semaines. Ça nous parle. C'est à peu près dans ces eaux-là, à 3 semaines, 4 semaines, que les problèmes de colique ou les problèmes de reflux fait que les mamans veulent rapidement rencontrer une ostéopathe parce que là, leur vie est devenue vraiment très compliquée avec bébé. Donc finalement, en prénatal, c'est plutôt pour les mamans, pour le soin de la maman, que l'ostéopathe vient essayer d'aider, supporter la maman dans sa grossesse. Et ensuite, c'est plutôt les bébés. Oui. La maman, je dis toujours, la maman peut être attrapée pour des problèmes postpartum plus tard. Quand bébé a 6 mois à 12 mois, il arrive qu'elle va avoir des problèmes qui vont se placer au niveau des jambes, des genoux, ou au niveau des épaules après avoir allaité, avoir été dans des positions qui sont inhabituelles pendant de longues heures ou sur des nombreuses semaines. Mais sincèrement, il y a plus de travail à faire dans les 3 premiers mois avec bébé qu'avec maman. Si elle a eu une grossesse, somme toute, assez normale, puis un accouchement assez normal. Oui. Et est-ce que ça t'arrive, j'imagine, de rencontrer des mamans au début de leur grossesse avec des problématiques que tu décris, des coliques, des reflux, qui peuvent être très éprouvées, très fatiguées, peut-être, ou tu peux sentir peut-être même une dépression postpartum, quelque chose qui ressemblerait à un mal-être de la maman. Et quels conseils tu donnes à... Premièrement, je l'écoute et je prends le temps de lui dire qu'elle est une bonne maman. Et la deuxième chose que je discute avec elle, c'est si elle a de l'aide. Alors, est-ce qu'elle est capable de parler de sa condition avec le papa? Est-ce qu'elle peut en parler avec sa mère? Est-ce qu'elle a une amie? Parce que quand la maman est en dépression, il faut qu'elle ait un petit réseau. On dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant. Alors, je pense que comme la marraine d'allaitement, c'est une question de relation d'aide. On est en relation d'écoute, de bienveillance. Une maman qui sent qu'elle est en dépression, le conseil le plus important, c'est est-ce que tu as des gens autour de toi? Et si tu as des gens autour de toi, accepte de parler de ta vulnérabilité et accepte l'aide. Accepte l'aide. Mais il faut que tu t'ouvres à ton problème, à ton conjoint, à tes proches. Et il faut que tu sois capable de recevoir de l'aide. Ouais. On sent ton cœur de marraine. Les filles me disent souvent quand on va au musée ou à la bibliothèque ou on va au marché, dans les marchés à Montréal, ils me disent je pense que ça arrive jamais, maman, qu'on ne rencontre pas une maman qui vient te voir. Bonjour, Madame Bernard, vous avez sauvé mon allaitement, vous vous souvenez, vous étiez ma marraine d'allaitement. Et puis, c'est formidable parce que c'est ça, être une marraine d'allaitement, ou dans mon cas, être une ostéopathe qui travaille avec les familles, c'est que un rendez-vous, un petit conseil, une conversation, les gens, ils vont se souvenir de vous, ils vont parler de vous à Noël quand ils vont être avec leur famille. Ah, j'ai eu une marraine d'allaitement qui a été formidable. Je voulais arrêter d'allaiter, puis elle s'appelait Camille ou elle s'appelait Sophie, et puis c'est comme des petites pépites d'or partout. Ah, c'est beau, c'est une présence qui fait beaucoup de bien. Mais merci beaucoup, Camille, pour tout ce volet. Tu nous as expliqué énormément de choses. Et donc, c'est le temps de Roxane qui va venir te poser ces petites questions avec sa rubrique sans filtre.
Bonjour Camille, enchantée de te rencontrer. Vraiment, je suis très heureuse aujourd'hui. Donc, c'est moi qui fais le segment Questions des auditeurs que j'aime appeler la rubrique sans filtre parce que dans la vie, je n'ai pas de filtre. Donc, on va profiter de cela. Donc, ma première question, c'est peut-on faire une comparaison entre l'ostéopathie et la chiropratie, par exemple? La chiropratie, la formation d'un chiropraticien et la formation d'un ostéopathe sont passablement différentes. Euh, la chiropratie va avoir beaucoup de techniques qui vont s'intéresser particulièrement à la structure de la colonne vertébrale. Les vertèbres cervicales, dorsales ou lombaires vont être corrigées ou il y a une attention qui est particulièrement pour le chiropraticien sur les structures squelettiques de la colonne vertébrale. La formation d'un ostéopathe, le cursus, les premières années de base, on le compare beaucoup à la médecine, comme la médecine générale, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de physiologie, de biomécanique, de neurologie, d'embryologie. On a des connaissances du corps humain, du fonctionnement de tous les organes, un peu comme un médecin, sur des connaissances qui sont très larges et qui nous donnent beaucoup d'informations sur les différentes pathologies que l'humain peut avoir, la femme enceinte également et le bébé. Ce qui fait que dans notre pratique comme ostéopathe, on peut traiter des problèmes musculo-squelettiques qui vont être en lien avec un organe du corps qui va avoir eu un problème métabolique. Donc, c'est là où ça nous différencie entre le chiropraticien qui, lui, s'intéresse ou est compétent surtout pour les problèmes squelettiques ou musculo-squelettiques liés à la colonne vertébrale, alors que nous, c'est tous les organes du corps peuvent recevoir les soins d'un ostéopathe parce qu'on a les compétences de l'anatomie ou de la physiologie de la médecine et on a nos mains comme outil. Voilà. C'est ce qui nous différencie. Nous travaillons tout ce qui est le squelette, forcément tout ce qui est musculo-squelettique, mais la grande différence, c'est qu'on traite également le viscéral. Tout ce qui est viscéral. Réponse très complète. On va en tirer beaucoup d'informations. Merci. Aussi, en deuxième question, j'aurais quelle est la moyenne du nombre de consultations nécessaires là, pour vraiment traiter une demande? Est-ce qu'on peut aller une seule fois et se sentir satisfait ou on doit y aller régulièrement? Là? J'aime tellement cette question-là. Là. Je l'aime tellement. Alors moi, je dis souvent que quand on rencontre un spécialiste, ben, il est spécialiste. En général, il est tellement habitué, il est tellement compétent dans ton problème qu'il y a des grandes chances que tu ne le vois pas souvent. Quand tu vois quelqu'un qui est plutôt généraliste, ben, il y a des chances que, comme il n'a pas souvent réglé un problème comme le tien, ben, ça peut prendre quelques rendez-vous pour avoir des résultats. Ça, dans un premier temps, c'est quelque chose qui est comme une vérité d'organisme. Une sciatalgie de la femme enceinte, moi, j'en ai tellement corrigé qu'en général, je vais voir la maman 2 fois pour répondre à ta question. La deuxième chose, la deuxième partie de cette question-là, moi, je suis le genre d'ostéopathe qui est très proactive avec mon patient. Quand mon patient vient me voir, après l'avoir évalué, puis après l'avoir traité, je le rends responsable de bonifier mon travail, notre rencontre, mon traitement, en lui donnant 2 ou 3 exercices qui peuvent se faire à l'intérieur de 5 à 10 minutes. Pourquoi je lui donne des exercices? Parce que s'il fait ces exercices, justement, il va avoir besoin de moins de rendez-vous pour venir régler son problème. Ces deux choses-là vont ensemble. Un spécialiste, puis un ostéopathe qui est proactif parce qu'il ne veut pas te rendre dépendant de ses compétences. Mais ça, c'est ma façon de pratiquer. Il y a d'autres gens qui pratiquent moins de cette façon-là, qui vont être moins portés à donner des exercices, qui vont travailler différemment. Mais si on rend le patient un petit peu participatif,
en général, on a besoin de moins de rendez-vous, Roxane. C'est comme une ordonnance, en fin de compte. Là. On poursuit le travail à la maison, puis ça fonctionne mieux aussi. C'est bénéfique pour notre santé. Tu disais tout à l'heure que, en fait, l'ostéopathie, c'était un peu comme de la médecine. Est-ce qu'on peut t'appeler docteur? Non, ben ça, c'est un peu une espèce de... On appelle ça des guerres de clochers, là, ou des... Alors, moi, je suis la moins politisée des ostéopathes parce que je pratique, je m'occupe des familles, je m'occupe des bébés, puis j'aime pas trop aller dans cette... mais je vais quand même répondre à ta question. Aux États-Unis, les ostéopathes étudient dans les facultés de médecine. Donc, si tu veux être ostéopathe aux États-Unis, tu t'inscris à la faculté de médecine d'une université de n'importe quel État et quand tu as fini tes études, tu te fais appeler docteur. Quand moi, je voyage aux États-Unis puis je dis que je suis ostéopathe, tout le monde m'appelle docteur. Mais ici, on ne peut pas s'appeler docteur, contrairement aux chiropraticiens d'ailleurs, qui eux peuvent s'appeler docteur. Il y a toute cette histoire de guerre de clocher avec le Collège des médecins qui fait une chasse gardée de cette appellation-là, Roxane. Donc, un ostéopathe, en ce moment, même le mot n'est pas protégé, quoique récemment, l'Office des professions a déposé une requête en bonne et due forme pour que les ostéopathes, prochainement, soient reconnus par le gouvernement comme des professionnels de la santé. Alors, pour le moment, un ostéopathe, ça s'appelle ostéopathe. Mais quand même, pour nous, chère maman, c'est un peu comme un médecin parce qu'effectivement, ça doit être très pertinent d'avoir des consultations. Et j'en parlerai un peu plus tard aussi. Ma propre expérience a été aussi très bénéfique en ostéopathie pour ma deuxième fille. Donc, est-ce qu'on peut tirer des bénéfices là, si on consulte sans avoir de problématiques particulières? On y va d'emblée parce qu'on nous a parlé des bienfaits, puis on trouve ça pertinent d'y aller, mais on n'a pas vraiment de problème. Est-ce que ça peut être bénéfique d'y aller quand même? Est-ce que tu parles, Roxane, d'un individu en général qui n'est pas enceinte puis qui ne fait pas nécessairement du sport à l'excès? Ou tu parles d'une personne? Non. Je parle, en fait, j'ai porté un enfant, là. J'ai donné la vie, mais je me sens bien quand même dans ma peau. Mon bébé boit bien, relativement bien, mais je veux savoir, en fait, si ça pourrait être bénéfique pour moi d'y aller quand même. Oui. Bonne question. Moi, je dirais oui, parce que souvent, les problèmes postpartum peuvent prendre du temps à s'installer et puis ils vont se manifester, par exemple, la semaine où tu vas être allé en vacances en camping avec ton amoureux, puis tu vas porter ton bébé dans ton sac à dos, puis là, tu vas faire de la marche en montagne, puis là, tu vas te rendre compte que tu as mal aux genoux. Puis là, tu es comme pris avec un mal de genou, tu es en camping et puis tu te rends compte que c'est une douleur qui est invalidante. Quand on fait de la prévention après avoir accouché, c'est qu'on va travailler sur les structures qu'on appelle les fascias, qui sont souvent les structures anatomiques les plus sollicitées dans la transformation de porter un bébé. Alors, forcément, quand on prend un bébé, on porte un bébé, ben, le poids augmente, notre corps change. Et souvent, les fascias, c'est des structures qui ont des attaches à différents endroits stratégiques du corps et qui peuvent tranquillement ou soudainement poser des problèmes inflammatoires. Donc, oui, même si tu n'as rien, tu peux aller voir un ostéopathe parce que tu vas éviter justement d'être dans une condition d'aiguë à un moment où tu n'aurais surtout pas envie que tes genoux n'aillent pas bien pour faire des marches en montagne. Et puis pour bébé, moi, je dis toujours, quand bébé vient au monde, puis l'allaitement va bien, puis il prend du poids bien, les coliques, ça arrive à peu près tout le temps autour de la 3e puis la 4e semaine. Mais là, ça arrive que bébé, il va pas bien, puis là, tu as besoin d'un rendez-vous, puis là, il n'y a pas personne de disponible pour te voir dans un court délai. Donc, c'est toujours mieux d'y aller quand ça va. Ça peut être utile d'y aller quand ça va bien, quand même. Ouais. Ça répond merveilleusement à ma question et j'aurais aimé avoir ce conseil lorsque j'ai eu ma première fille. Donc là, moi, j'entends ça, en fait, les auditeurs disent souvent, l'accès privé, ça peut être cher. Donc, tu sais, quand on n'a pas les moyens financiers d'avoir accès à ta médecine douce, par quelle alternative on peut passer là, pour avoir, pas le même service, mais sensiblement le même soutien?
Moi, ça, c'est une question qui est tellement difficile et c'est pour ça que j'ai été bénévole pendant 23 ans parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer une conseillère IBCLC et de l'avoir rapidement qui va venir se présenter chez vous pour régler le problème. Mais pour répondre à ta question, les mamans qui veulent avoir des soins pour leur bébé, ils peuvent aussi aller justement au collège d'études ostéopathiques où il y a des journées de l'enfant et c'est des étudiants en 4e ou en 5e année qui vont être assistés d'ostéopathes qui sont spécialisés en pédiatrie. Et ça, c'est des soins qui sont très abordables. Il y a des journées de l'enfant, je crois, à tous les mois au Collège d'études ostéopathiques à Montréal. Donc, ça, c'est un accès facile et abordable. Là, forcément, il y a aussi jeunes ostéopathes qui sortent de l'école, dont les honoraires sont un petit peu moins élevés que des gens qui ont, comme moi, toutes ces années d'expérience. Mais moi, ça m'arrive souvent de dire, ah, OK, vous n'avez pas d'assurance, alors je vais vous faire un prix étudiant. Je réduis mes honoraires parce que je vois là, que vraiment, là, c'est important que je vois cette maman-là. Et je dis toujours, j'envoie ça dans l'univers. Quand on donne d'une main, c'est qu'on a confiance qu'on fait du bien. L'univers va prendre soin de nous. Alors, J'adore cette réponse. Je trouve que c'est plein de bienveillance, plein de sincérité. J'adore ça. Ça m'amène à ma prochaine question. En fait, une famille sceptique là, qui dit ben voyons donc, j'en aurais pas besoin de tout ça. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce type de personnes-là, en fait, qui disent ben moi je suis allée, puis finalement le docteur a touché à peine mon bébé, puis ça m'a coûté cher finalement pour pas grand-chose, là, tu sais, parce qu'on est sceptique. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce type de personnes-là? en premier temps, moi, je vais être respectueuse de leur questionnement, de leur position. Et je vais les inviter à me poser des questions sur quelle est ma pratique, quelle est ma formation. Et puis, je vais leur demander quelles sont leurs attentes par rapport aux besoins de venir me consulter. Alors, forcément, si leur enfant n'a pas de torticolis, le problème, l'enfant n'a pas de reflux, l'enfant n'a pas de colique, et qu'ils ont des attentes qui ne sont pas très précises par rapport à comment moi je peux les aider, bien, ça va jouer un petit peu là-dedans, Roxane, parce que si ils viennent me voir et que l'enfant a pratiquement zéro problème à régler, bien, forcément, ils peuvent se dire qu'est-ce que ça a donné, puisqu'on ne voit pas de différence. Alors, en général, j'essaie de bien structurer leurs questions, leurs attentes. Et puis, ça peut même m'arriver que je vais dire au téléphone à des parents qui m'appellent, non, je ne juge pas que c'est pertinent que vous veniez me voir pour mes compétences en ostéopathie parce que je ne pense pas que je vais pouvoir vous aider. Alors, c'est toujours une question des attentes par rapport aux problèmes que leur enfant a et ma façon de pouvoir les aider. C'est plein de vérité, de sincérité. C'est avec l'expérience, j'imagine aussi qu'on arrive à pas voir juste l'argent, mais vraiment la personne là, derrière. C'est merveilleux. Ben, je te remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions. Là, ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon expérience, c'est que j'ai moi-même eu 2 enfants que j'ai allaités un certain temps, les 2. À ma première expérience, là, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai eu des problèmes et j'ai pas été capable de passer par-dessus. Là. Il aurait fallu, en fait, que j'aie ces conseils-là. Et à ma deuxième, j'ai réussi à avoir une ostéopathe qui traitait les problèmes en postpartum et j'ai adoré mon expérience, j'ai trouvé ça formidable et je trouve sincèrement que cette médecine, que moi je vais appeler une médecine personnellement, devrait avoir une plus grande place là, dans la vie de chaque famille et avant, après les problèmes, c'est pas grave, mais même juste pour le contact humain. Donc, merci infiniment d'avoir fait partie de ce podcast et merci pour ton jugement pertinent, ton avis aussi qui était plein de bienveillance. C'est une grande chance de t'avoir eu parmi nous, Camille. C'est un plaisir, c'est un privilège pour moi de vous parler et de parler à ces moments-là que je trouve toujours formidables et inspirants. Vraiment.
Et merci beaucoup, Camille. Et pour terminer, j'aime bien poser cette question-là. Toi, quel conseil ou quel mantra on t'a donné il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 10 ans, et que tu gardes précieusement près de toi et qui t'aide chaque jour à faire ton métier? J'ai eu un livre qui a traversé ma vie qui s'appelle Les femmes qui courent avec les loups. Et d'ailleurs, j'en ai toujours un passage avant de commencer ma journée en clinique. Et ça parle de l'intuition maternelle. C'est à l'intérieur de la maman. Et il faut écouter cette intuition maternelle-là. Des fois, on ne l'entend pas assez fort, mais toutes les mamans ont une intuition maternelle. Et cette intuition-là m'a beaucoup aidée et j'essaie de la transmettre aux mamans quand elles viennent me voir. J'essaie d'allumer leur flamme. Et elle est également dans mes 2 filles qui vont être probablement des mamans extraordinaires. Alors, c'est l'intuition maternelle pour répondre à ta question. Et merci infiniment, Camille. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On laissera toutes les bonnes ressources que tu nous as partagées en barre d'infos pour toutes celles et ceux qui seraient curieux d'aller jeter un œil. Au plaisir de te retrouver, Camille, pour d'autres discussions et d'autres échanges passionnants.